Bonjour à tous, tout d'abord. Alors, je suis admiratif parce que venir m'écouter plutôt que d'aller à la campagne aujourd'hui, c'est quand même méritoire. Euh, Quelques mots de présentation. Donc, je suis effectivement neurobiologiste de formation parce que j'ai fait de la recherche pendant une dizaine d'années en neurobiologie. Mais j'ai eu après d'autres activités. J'ai enseigné longtemps en classe préparatoire aux grandes écoles, en particulier à des étudiants qui préparaient Veto, Normal Sup, etc. J'ai enseigné aussi à l'université de Lyon. J'ai enseigné un peu aussi à l'école normale supérieure à Lyon également. Et depuis quelque temps, je me consacre entièrement ou presque entièrement à l'écriture et à quelques conférences. Bon. D'ailleurs, je vous dirai un mot à la fin, si c'est possible, de mon dernier bouquin, puisqu'il sort dans 3 jours. Donc c'est vraiment, je suis entre 2 bouquins. Là. Donc le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, il est évidemment d'une actualité brûlante. Bon, c'est un hasard, hein, hasard du calendrier. Pas vraiment d'ailleurs, parce que c'est la journée de la femme d'ailleurs. Mais bon, je vais essayer de vous présenter un certain nombre de choses, de faits avérés, d'indices de telle ou telle différence. Et puis, on va essayer de voir ce qu'on peut en tirer en montrant que finalement, ça se prête à des interprétations souvent multiples. Donc, on va essayer d'y voir un peu clair dans le débat actuel. Bon. Alors, tout d'abord, donc, pour poser la question, finalement, la question, c'est celle de savoir si on a un cerveau différent entre hommes et femmes. Et autre manière de poser la question, qui complète la précédente, c'est celle de savoir finalement qu'est-ce qui joue le plus dans la constitution du cerveau. Est-ce que c'est l'apport culturel, l'histoire de chacun, ou est-ce que c'est la biologie, les gènes, les hormones, etc. Bon, on verra d'ailleurs que les deux sont étroitement intriqués, et c'est d'ailleurs une spécificité du cerveau que d'être un organe à l'interface du biologique et du culturel. Alors, on va commencer par quelques notions fondamentales. Je ne sais pas si vous êtes tous familiers de l'anatomie du cerveau, mais il y a un certain nombre de mots que je vais utiliser au cours de cet exposé. Et donc, on va les définir rapidement. Alors, tout d'abord, le cerveau, c'est une centaine de milliards de neurones qui sont donc des cellules cérébrales. Il n'y a pas que des neurones dans le cerveau, il y a d'autres cellules qu'on appelle les cellules gliales en particulier. Enfin, il n'y a même pas que des neurones et des cellules gliales, il y a encore d'autres cellules, mais ce sont les 2 catégories principales. Donc, 100 milliards de neurones, ça, qu'on soit homme ou femme, ça ne change pas. 100 milliards à peu près, évidemment. Et plus important, on a entre ces neurones un nombre phénoménal de connexions. On a au total à peu près 1 million de milliards de synapses. Une synapse, c'est une connexion entre 2 neurones, comme vous le voyez sur la figure. Donc ces synapses, elles ont quelque chose de particulier, c'est que ce sont des jonctions entre neurones, des liaisons fonctionnelles entre neurones qui se font et se défont en permanence. En ce moment, pendant que je vous parle, dans mon cerveau, il y a des synapses qui se créent, d'autres qui se détruisent. Et chez vous qui m'écoutez, c'est la même chose. Donc c'est un organe qui est extrêmement... qui a une structure mouvante, qui se recrée en permanence. Il y a des synapses qui se détruisent, il y en a d'autres qui se créent. Alors, ça procède de ce qu'on appelle la plasticité neuronale, dont on aura l'occasion de reparler tout à l'heure. Alors, dans ces neurones, comme vous pouvez le voir, il y a une partie qui est étoilée. Ce que vous voyez à l'intérieur, c'est le noyau cellulaire. Et puis, vous avez des prolongements. On appelle ça des fibres, des axones et des dendrites, en l'occurrence. Et ce sont ces fibres qui permettent de faire synapse avec d'autres neurones. Alors, un dernier point sur la structure du cerveau, pour y voir plus clair, parce qu'on aura l'occasion de parler de cortex tout à l'heure. À la périphérie du cerveau, vous trouvez ce qu'on appelle de la substance grise, ou matière grise, c'est la même chose. Au niveau de ce qu'on appelle le cortex. Le cortex, c'est une pellicule fine qu'on a à la périphérie du cerveau. C'est quelques millimètres d'épaisseur seulement, de substance grise. Mais si vous dépliez complètement la surface, vous arrivez à une surface de l'ordre du mètre carré. Cela du fait des multiples replis de la surface cérébrale. Alors, de la matière grise, vous en avez aussi à l'intérieur du cerveau. Il y a des zones, des amas de neurones qui forment de la substance grise. Et c'est là que vous trouvez les corps cellulaires des neurones. Vous savez, la partie étoilée qu'on a vue il y a un instant. La substance blanche, elle, correspond aux fibres. Alors,
voici pour ces quelques notions fondamentales. Et on va commencer par parler d'un point sur lequel il y a des différences évidentes. Là, il y a un consensus, tout le monde est d'accord pour une fois. C'est le point donc, qui concerne la mise en place, enfin la maturation plutôt, du cerveau à l'adolescence. Alors, il y a une grande étude qui a été lancée par un institut américain qui s'appelle le NIMH, un institut prestigieux qui fait autorité. Et il a publié, donc cet institut, il publie encore des données portant sur un très grand nombre d'individus. Ce qui est intéressant parce que si vous voulez faire des études sur le cerveau pour avoir des résultats un tant soit peu valables, encore faut-il que vous ayez suffisamment d'échantillons. Les Américains sont très forts là-dedans parce qu'ils ont souvent des moyens supérieurs aux nôtres et ils peuvent faire des études portant sur de larges populations. Alors, cette étude a montré un certain nombre de choses très intéressantes. Pas uniquement cette étude d'ailleurs, mais je vous résume l'ensemble des résultats. Et tout d'abord, il faut savoir que c'est entre 7 et 11 ans qu'on a le plus de matière grise. Ça peut paraître surprenant, mais quand on s'adresse à un enfant de 10 ans, il a plus de neurones que nous, en fait. Et ce stade est atteint par les filles 1 an en moyenne avant les garçons. C'est-à-dire que les filles atteignent ce pic cérébral, où elles ont le maximum de neurones, plutôt que les garçons. C'est un fait. Deuxième résultat intéressant, ça complète ce que je viens de dire, en fait. Donc, c'est l'âge auquel on a le plus de neurones. On en a plus qu'à l'âge adulte. Et ce qui est intéressant, c'est que l'adolescence va se traduire par une importante réduction du volume de matière grise. C'est-à-dire qu'à l'adolescence, on va perdre des quantités considérables de neurones et de synapses. On fait le ménage, en quelque sorte. Et donc, en particulier, le cortex va perdre progressivement de l'épaisseur. Alors, c'est ce qu'on appelle le darwinisme neuronal. Vous connaissez tous les travaux de Darwin, la sélection naturelle, etc. Eh bien, pour les neurones, c'est un peu pareil, si vous voulez. C'est-à-dire que le cerveau va garder ce qui est utile, entre guillemets, est très utilisé, et va faire le ménage dans le surplus qui n'est pas absolument indispensable, histoire d'y voir plus clair, en quelque sorte, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, ça me permet, ce stade, de façonner des réseaux spécifiques à chaque individu, qui après, d'ailleurs, seront soumis à d'autres modifications, mais c'est quand même un moment clé dans l'histoire de la maturation du cerveau que l'adolescence. Et, chose importante, cet élagage. Élagage, comme on élargue un arbre fruitier, si vous voulez. Au lieu de couper des branches, on coupe des neurones. Il progresse de la nuque vers le front, c'est-à-dire de l'arrière vers l'avant du cerveau. Alors vous imaginez un peu la situation de l'adolescent, parce que non seulement il est soumis à une tornade hormonale avec les hormones sexuelles qui arrivent en masse, bon, ça doit le perturber un peu, mais en plus on est en train de lui élaguer son cerveau de l'arrière vers l'avant. Bon, alors quand on dit que les adolescents sont un peu perturbés, vous voyez qu'il y a des raisons objectives de penser qu'ils puissent l'être. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que la dernière zone qui est élaguée, maturée donc, c'est l'avant du cerveau, le cortex préfrontal, ce que vous avez en bleu sur la figure, bleu de différentes nuances. Et il s'avère que cette zone cérébrale, elle intervient dans la planification, la hiérarchisation des priorités, le contrôle des impulsions, l'anticipation des conséquences de ses actes. Donc tout ça, cette zone ne mûrit qu'à l'adolescence. Donc là encore, on n'est pas très étonné que les adolescents puissent avoir des conduites à risque, ne pas toujours bien évaluer les conséquences de leurs actes, etc. Bon, alors c'est peut-être un peu facile comme parallèle, mais on comprend bien intuitivement qu'il y a un rapport entre le phénomène biologique et puis ce qu'on observe à l'extérieur. Alors, chose importante aussi, les filles sont beaucoup plus précoces que les garçons. Alors ça, c'est une idée reçue. On dit toujours que les filles sont plus précoces, plus vite matures, etc. Mais vous voyez que là, là encore, il y a un parallèle intéressant avec ce qui se passe au niveau du cerveau, parce qu'effectivement, l'élagage se fait 2 ans plus tôt chez les filles par rapport aux garçons. Donc il y a une maturation plus précoce chez les filles. Et bon, ça ne veut pas dire que la maturation soit achevée à ce stade. La maturation cérébrale, ça peut durer jusqu'à 25 ans, en fait. Mais c'est vraiment une étape clé où il se passe énormément de choses. Alors, la question qui se pose, c'est celle de savoir si, à l'issue de ce processus de maturation, on a des différences cérébrales entre hommes et femmes. Et en fait, il y a 2 manières de voir les choses, enfin d'appréhender les choses. On peut s'intéresser par l'imagerie cérébrale. On va parler d'IRM, de PET scan, etc.
à la structure du cerveau. Est-ce qu'il y a des différences de structure? Et autre question, est-ce qu'il y a des différences de fonction entre hommes et femmes? Alors, un petit rappel tout d'abord sur l'imagerie cérébrale. Bon, vous avez tous entendu parler de la tomographie par émission de positons, peut-être pas sous ce nom-là, mais c'est ce qu'on appelle en français PET scan. D'ailleurs, de manière incorrecte, bizarrement, puisque c'est de l'anglais. Hein, normalement, on devrait dire de la TEP, et on dit PET scan, ce qui est l'abréviation anglaise, en fait. Hein. Bon, c'est une technique d'imagerie cérébrale, dont je vais reparler dans un instant. Et puis, vous connaissez tous, évidemment, l'IRM, imagerie par résonance magnétique. Alors, cette imagerie par résonance magnétique, je ne vais pas vous expliquer comment ça marche, ça nous amènerait trop loin, mais je ne résiste pas au plaisir de vous montrer ça. Ça, c'est une machine d'IRM qui vient d'être mise au point par le Commissariat à l'énergie atomique. Vous voyez que ça ressemble à une fusée un peu. Et pour faire de bonnes images IRM, il faut développer un champ magnétique énorme. Et cette machine développe 234 000 fois environ le champ magnétique terrestre. Bon. Ce qui est tout à fait considérable. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, plus le champ magnétique est intense dans la machine, plus vous accédez à des détails fins de la structure du cerveau. Donc, si vous voulez comparer des cerveaux, il vaut mieux avoir une machine performante, et cette machine est très performante. Autrefois, on accédait à des différences portant sur à peu près 1 million de neurones. On espère descendre à des paquets de 1000 neurones, c'est-à-dire que la résolution des images va être tout à fait étonnante. Donc on attend beaucoup de ce genre de technique, et pas du tout uniquement pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Sur le plan pathologie, c'est très intéressant, évidemment. Et donc, si on s'intéresse tout d'abord à ce que ça apporte sur le plan de la structure, bon, l'IRM, ça vous donne des images de ce type. Hein. Ça, c'est une image qui est déjà ancienne, d'ailleurs. Et on a mis au point récemment une nouvelle technique qui s'appelle l'IRM de diffusion, qui permet de voir les faisceaux à l'intérieur du cerveau. Ça, c'est une image réelle que vous voyez là. Les faisceaux de fibres. C'est basé sur la vitesse de diffusion des molécules d'eau lorsqu'elles suivent les fibres. C'est-à-dire que les molécules d'eau ont tendance à suivre préférentiellement les fibres dans leur trajet. Hein. Et donc, ça permet, en suivant les molécules d'eau, de voir finalement comment sont orientés les faisceaux. En gros, c'est ça le principe. Hein. Bon, vous voyez que vous arrivez à des images assez étonnantes, parce qu'on pourrait s'imaginer que le cerveau, c'est un bazar invraisemblable avec des tas de trucs enchevêtrés. Bah, vous voyez que c'est très organisé, en fait. Vous avez des faisceaux qui partent de l'avant et qui vont à l'arrière. Hein. Vous avez des faisceaux qui vont du haut vers le bas et qui forment des colonnes vers la surface. Hein. Donc là, on a des images qui sont assez surprenantes par rapport à ce qu'on pouvait observer avant en utilisant les techniques de microscopie classique. Ça s'appelle la tractographie. Et vous pouvez aussi faire de l'imagerie cérébrale fonctionnelle, c'est-à-dire essayer de voir ce qui se passe lorsque le cerveau fait telle ou telle opération. Par exemple, vous faites un calcul mental, hein, vous allez pouvoir voir en IRM, par exemple, hein, ou en tomographie par émission de positons, vous allez pouvoir voir quelle est la zone qui s'active. Je vous donne un exemple avec cette figure. Ça, c'est de la tomographie par émission de positons, le fameux PET scan. Donc vous voyez ce qui se passe quand on voit des mots, quand on écoute des mots, quand on prononce des mots. Et donc les petites zones que vous avez en couleur, pour faire simple, c'est pas tout à fait le cas, mais bon, ça revient à ça finalement. En fonction de la couleur, de l'échelle de couleur, on sait quelle est la zone la plus active. Ici, les zones les plus actives, c'est les zones qui sont en orangé jaune. D'accord ? Donc, avec une technique comme ça, s'il y a des différences fonctionnelles entre cerveau d'homme et de femme, ça doit se voir, logiquement. Alors, et c'est petite précision d'ailleurs avant de continuer, dans ces techniques de PET scan et d'IRM, en fait, ce qu'on mesure, ce n'est pas l'activité des neurones, c'est l'afflux sanguin qui est lié à l'activité des neurones. Parce que quand vous faites marcher une zone cérébrale, en 1 à 2 secondes, vous avez un afflux de sang, en fait, très rapide. Donc la zone va être plus irriguée, hein, et c'est cet afflux de sang qu'on met en évidence en IRM ou en PET scan, avec un petit décalage donc, par rapport à l'activation cérébrale. Bon. Mais peu importe, ça nous permet de savoir quelles sont les zones actives lorsqu'on fait telle ou telle tâche cérébrale. Alors, est-ce qu'il y a des différences ? Il y a
un certain nombre de différences sur le plan... Bon, vous savez sans doute que le cerveau de l'homme est en moyenne de taille plus importante que le cerveau de la femme. Mais ça ne veut rien dire, parce que c'est lié uniquement à la taille. Je veux dire, vous prenez un homme petit et une femme grande, bon, la femme grande aura un plus gros cerveau que l'homme petit. Donc c'est simplement lié à la corpulence générale de l'individu. Et ça n'infère aucune différence en termes de capacité intellectuelle. Bon, d'ailleurs, il y a de grands génies qui avaient des cerveaux petits. Bon, si vous avez un cerveau entre 1 et 2 kilos, c'est parfait, ça marche très bien comme ça. Donc ça n'a aucun intérêt, si vous voulez, autre qu'anecdotique. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte que la différence entre mes femmes, elle concerne surtout les zones que vous avez en rouge sur la figure, c'est-à-dire l'avant et l'arrière du cerveau. C'est là que vous avez la différence de taille la plus importante. Alors, est-ce qu'il y a des zones particulières qui sont plus développées chez la femme ou chez l'homme en moyenne, parce qu'on raisonne toujours en moyenne, et en volume relatif par rapport au cerveau? Ce que je veux dire, c'est qu'il ne suffit pas de comparer telle partie du cerveau chez l'homme et chez la femme. Il faut aussi ramener cette partie du cerveau, si vous voulez, à l'ensemble du cerveau. Est-ce que ça représente le 10e du total ou le 20e, etc. C'est la proportion par rapport à l'ensemble du cerveau qui est intéressante, en fait, évidemment. Alors là, je vais vous donner quelques exemples. On ne va pas tout voir. Vous avez, par exemple, cette étude qui remonte à 2008 et qui concerne une zone, je vous passe tout de suite à la diapo suivante, la petite zone que vous voyez en bleu sur la figure C en bas et sur la figure A en haut. Vous voyez cette zone en bleu? Bon, ça s'appelle le gyrus droit. Gyrus, c'est une circonvolution, c'est un repli. Droit parce qu'il est rectiligne, pas parce qu'il est du côté droit. C'est une zone qui intervient dans la cognition sociale, c'est-à-dire les rapports sociaux entre individus, etc. Bon. On s'est rendu compte qu'en moyenne, cette zone est plus développée d'environ 10% chez les femmes. Bon. Autre différence, ça c'est essentiellement les travaux d'une autre équipe qui travaille à Harvard. On a pu mettre en évidence un certain nombre de différences. Par exemple, donc, ici, sur ce qu'on appelle l'amygdale. C'est pas l'amygdale qu'on enlève quand on enlève les amygdales. C'est une amygdale qui est dans le cerveau, qui doit son nom au fait qu'elle a une forme d'amande. Cette petite zone, elle intervient dans les émotions, en particulier dans la peur. Cette zone est plus développée chez l'homme que chez la femme. Si vous prenez maintenant le cas de l'hypothalamus, qui est une zone située à la base du cerveau, cette zone est plus développée chez l'homme que chez la femme. Si vous prenez le cas de l'hippocampe, qu'on appelle comme ça parce que c'est censé ressembler à un hippocampe, c'est pas évident sur la figure, mais quand vous la voyez en vrai, c'est plus marqué. L'hippocampe qui est une zone clé intervenant dans la mémorisation. C'est la première zone qui est touchée dans une maladie d'Alzheimer, en fait. La maladie d'Alzheimer commence par l'hippocampe, puis après ça va vers d'autres zones du cerveau. Cet hippocampe est plus développé chez la femme que chez l'homme, par rapport à l'ensemble du cerveau. Bon. La femme est mieux dotée de ce côté-là. C'est toujours des moyennes, attention. Le cervelet. Alors le cervelet, c'est intéressant parce que je me rappelle quand je faisais mes études, on apprenait que ça intervenait dans la coordination des mouvements. Enfin, on en faisait un truc qui servait à des tâches assez mécaniques finalement. Et on s'est aperçu que le cervelet avait des fonctions beaucoup plus complexes et il intervient en particulier dans les émotions. Eh bien, le cervelet est en moyenne plus gros chez l'homme que chez la femme. Voilà quelques différences. Bon, ce sont les rares différences extrêmement limitées qu'on a pu mettre en évidence. Il y a d'autres différences, mais qui sont contestées, donc je ne vous en parle pas. Celles-ci sont les plus avérées, disons. Alors, est-ce qu'il y a des différences fonctionnelles? On va voir quelques exemples. Tout d'abord, une étude qui a été faite en Californie par l'équipe de Larry Cahill, donc, qui est un grand spécialiste de la question. Ils ont fait son équipe a fait l'étude suivante. Ils se sont intéressés à l'activité de l'amygdale. Je vous ai expliqué tout à l'heure que ça intervenait dans les émotions, dans la peur en particulier. Lorsque un sujet voit des images émotionnellement agressives. Ce que j'appelle des images émotionnellement agressives, c'est par exemple un cadavre en décomposition, un accident de voiture particulièrement horrible, etc. Bon. Donc on montre au sujet un diaporama avec des images très pénibles,
et on regarde ce qui se passe au niveau de l'amygdale. Eh bien, de manière extrêmement surprenante, on s'est rendu compte que chez la femme, c'est l'amygdale gauche qui est activée, alors que chez l'homme, c'est l'amygdale droite. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça sert? Quel en est l'intérêt? Personne n'en a pas la moindre idée, en fait. Mais c'est un fait. Bon, les femmes activent à gauche et les hommes à droite dans ce genre de situation, étonnamment. Bon. Autre exemple, qu'est-ce qui se passe quand on regarde un tableau qu'on trouve beau, hein. Là, il y a une étude espagnole intéressante sur la question. Je vais vous la montrer. C'est une... Alors là, il faut que je vous explique un petit peu comment ça marche. Bon, tout d'abord, vous avez les femmes à gauche, les hommes à droite. Je vous fais observer que l'échelle de temps est extrêmement courte puisque ça se termine à 900 millisecondes, c'est-à-dire moins d'une seconde, hein. Bon. Et vous voyez donc les différentes étapes de l'activation. Les petites taches colorées qui montrent que l'activation, hein, se situent au niveau du lobe pariétal, c'est-à-dire ici. Le pariétal, c'est un peu au-dessus des oreilles et légèrement en arrière, en fait. Bon, si une femme regarde un tableau qu'elle trouve beau, elle va activer, comme vous le voyez, les deux moitiés de son cerveau, au niveau du lobe pariétal. Un homme n'active que l'hémisphère droit, sauf à la fin, comme vous le voyez sur la figure. Mais l'activation commence à droite et reste à droite très longtemps à l'échelle électrophysiologique, enfin à l'échelle du biologiste, puisque ça n'est jamais que 900 millisecondes. Mais il y a une différence, il y a quelque chose de plus symétrique dans l'activité, dans ce genre de contexte, chez une femme que chez un homme. Chez un homme, c'est à droite, chez la femme, c'est des deux côtés. Alors, ça, c'est une étude qui vient de sortir, qui a été relativement beaucoup reprise dans les médias. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu ces images, mais ça a été diffusé à peu près partout. Alors, je vous explique de quoi il s'agit. C'est de ce qu'on appelle de la tractographie, je vous en ai montré tout à l'heure. Et ça, c'est un sujet qui est entre adolescents et jeunes adultes, disons. En haut, vous avez l'homme et en bas, vous avez la femme. Bon. Et ce diagramme vous montre quelles sont les voies qui sont le plus utilisées dans les deux cas. Et vous pouvez constater, enfin, les voies qui sont utilisées le plus intensément dans les deux cas. Donc, ça n'est pas une différence de structure, c'est une différence d'intensité d'utilisation des voies en question, ce qui n'est pas la même chose, attention. Bon, si vous regardez en haut, c'est l'homme, vous voyez que, et ça se voit bien sur la figure de gauche, vous avez surtout une utilisation du câblage antéro-postérieur. Bon, donc en gros du cervelet vers la partie préfrontale. Hein. Bon, et sur la figure de droite, vous avez donc ce qui se passe chez la femme. Et vous voyez que vous avez essentiellement des connexions, enfin une utilisation des connexions entre les deux moitiés du cerveau, de manière très nette. Bon, et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cette étude a porté sur à peu près 1 millier de sujets, donc elle est fiable, hein, premièrement. Et deuxièmement, c'est la première fois qu'on voit qu'on peut mettre en évidence, grâce à cette nouvelle technique, une utilisation différentielle du câblage en fonction du sexe. Ça, c'est quand même assez étonnant comme résultat. Donc, ça a été repris par les médias grand public, qui ont souvent omis de préciser que ce n'était pas une différence d'organisation, hein, mais c'est une différence d'utilisation des différents faisceaux, ce qui n'est pas la même chose. Hein. Bon, mais c'est statistiquement significatif. Parce que si on avait des faisceaux aussi différents entre hommes et femmes, hein, on ne viendrait pas de Mars et de Vénus, on viendrait carrément de galaxies différentes. Hein. Je veux dire, on ne pourrait même pas se parler, quoi. Il faut bien comprendre que c'est sur le plan fonctionnel qu'on se situe, là, sur l'intensité de la fonction. Alors, bon, je passe ça. Alors, comment expliquer les différences cérébrales entre hommes et femmes? Alors c'est là qu'on rentre dans le cœur du débat. Hein. Certains vous diront que si différences il y a, et elles sont souvent contestées d'ailleurs, par des gens qui ne sont pas des neurobiologistes en l'occurrence, hein. Si
il y a des différences, il y a deux manières de voir les choses. Soit c'est lié aux gènes et aux hormones sexuelles en particulier, hein. Soit c'est le pur produit de la culture qui induit une manière de fonctionner cérébralement différente en fonction des impulsions que vous recevez, du contexte social, etc. Bon. Alors, il me paraît impensable à l'heure actuelle de nier que les hormones sexuelles agissent sur le cerveau. Si vous voulez, on a un nombre de faits expérimentaux qu'on ne peut ignorer. Ça n'est pas possible. Alors, je vais vous montrer quelques exemples, mais on n'ira pas très loin parce que ça nous amènerait dans une série d'expériences qui pourraient être fastidieuses. Je vous montre un exemple, simplement, ou un ou deux exemples. Ça, c'est une étude donc, qui est ancienne déjà. Ça remonte à 1986. Bon. C'est une étude donc, qui a été faite chez Laura. Évidemment, on ne peut pas faire des études chez l'humain. Hein. Vous n'avez pas injecté des hormones, puis couper le cerveau pour voir ce que ça fait. Hein. Bon. Chez le rat, ça se fait plus facilement. Bon, ça concerne un noyau de l'hypothalamus. L'hypothalamus, on l'a vu tout à l'heure, c'est une zone qui est à la base du cerveau. Hein. Et ce noyau, c'est les petites taches noires là, regroupées que vous voyez, par exemple en haut à gauche, vous voyez le mâle. Hein. Vous voyez qu'il y a un endroit où il y a marqué SDN. Hein, et vous avez un ensemble de grains noirs. Bon, c'est un noyau qui s'appelle le noyau sexuellement dimorphique, hein, SDN, parce qu'il est effectivement de taille différente chez le mâle et chez la femelle. Vous voyez que chez la femelle, ce noyau est beaucoup plus petit. Bon, en bas, on injecte de la testostérone à des femelles. Je fais simple. Hein. Et vous pouvez constater que, c'est la figure qui est en bas à gauche, le noyau devient aussi gros que chez le mâle. Donc là, vous avez l'illustration directe, si vous voulez, du fait qu'une hormone sexuelle, mâle en l'occurrence, la testostérone, agit sur la structure du cerveau. Bon, c'est clair. Mais je ne vois même pas comment on peut le nier, d'ailleurs, ça paraît aberrant. Hein. Bon. Et il n'y a pas que sur cette zone que ça joue. Hein. Alors, si je continue donc sur le rôle des hormones, je vais vous parler d'une expérience dont on verra qu'elle est intéressante, mais on peut discuter de sa validité. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, un fait, on s'aperçoit que les femmes sont plus douées que les hommes, de manière générale, en moyenne, pour reconnaître des émotions sur un visage. Bon. Il y a des tests en particulier qui consistent à présenter des photos avec la zone périoculaire, hein, d'un sujet triste qui a peur, etc. Et on demande au sujet de quelle émotion est animée la personne qui a été photographiée. Bon, bah, les femmes ont un jugement beaucoup plus fin sur la question. Les hommes sont mauvais dans ce genre de tâche. Bon. Donc on dit qu'il y a une aptitude à l'empathie, c'est un raccourci qui est quand même un petit peu rapide, plus importante chez les femmes que chez les hommes. Bon, on s'est posé la question de savoir si, par hasard, ce ne serait pas lié à la testostérone. Hein. Est-ce que la testostérone, en gros, empêcherait d'avoir de l'empathie? Je fais simple. Hein. Donc il y a un chercheur qui a eu cette idée étonnante, hein, de donner sous forme de comprimé sous la langue, hein, à 16 jeunes femmes de la testostérone. Donc les jeunes femmes prennent de la testostérone et après, on évalue leur capacité d'empathie par ce test. On s'aperçoit qu'elles deviennent très mauvaises, comme des hommes, quoi. Elles ne reconnaissent plus rien. Bon. Alors, ça, c'est tout à fait étonnant. Hein. Il n'y a qu'une chose, c'est que comme indiqué en haut, ça porte sur 16 jeunes femmes. Bon. Moi, je suis prêt à y croire, ça me paraît tout à fait plausible d'ailleurs, mais j'aimerais bien que ça porte sur 500 ou 1000 personnes, ce serait plus crédible. D'accord ? Alors, si je continue donc sur la question des aptitudes cérébrales, est-ce que, bon, sur le plan global, pour le QI par exemple, en moyenne, les hommes et les femmes ont le même QI. Hein, bon. De ce côté-là, pas de différence. Mais la question qu'on peut se poser, c'est le QI. Je ne sais pas si vous connaissez le QI, mais c'est très long. Il faut à peu près 2 heures. Il y a une série de tests qui testent des aptitudes très différentes. Donc après tout, il n'est pas illégitime de se poser la question de savoir si les femmes sont meilleures dans certains domaines et les hommes sont meilleurs dans d'autres, en moyenne, évidemment. Hein. Et alors, qu'est-ce que ça donne ? Il y a des études qui ont été conduites en particulier au Canada. Hein, les Canadiens sont très branché sur la question, et on aboutit à ce genre de résultat.
je vous dirai ce qu'il faut en penser par la suite. Mais pour le moment, regardons simplement les résultats tels qu'ils se présentent. Bon, les tests où les femmes sont meilleures, la vitesse de perception. Bon. Par exemple, une femme, elle va vous dire très vite que la première et la quatrième maison en haut à gauche sont identiques. Un homme mettra plus de temps. Les femmes détectent très facilement si un objet a été déplacé ou supprimé. Dans une maison aussi, d'ailleurs. Bon. Meilleure fluidité des idées et des mots. Bon, si vous jouez au petit bac avec une femme, en moyenne, elle est meilleure. S'il faut, le petit bac, ça consiste à énoncer un maximum de mots commençant par telle ou telle lettre. Bon, par exemple, des pays qui commencent par I, etc. Bon. Coordination des actes de précision. Alors vous allez me dire, c'est parce qu'elles ont les doigts plus fins, mais non, on a pu montrer que c'était pas uniquement pour ça. En fait, elles ont une meilleure précision manuelle, mais d'origine cérébrale aussi. Bon. Et puis elles sont meilleures en arithmétique, en moyenne. Bon. Les tests où les hommes sont meilleurs, tout ce qui est représentation et rotation spatiale. Bon. D'ailleurs, en principe, ils ont le sens de l'orientation. Il y a quelques exceptions, dont moi, parce que j'ai jamais réussi à m'opérer. Mais bon, tout ça, c'est des moyennes. Ça, c'est encore de la représentation spatiale, l'histoire de la feuille. Lancer d'objets visés, ils sont meilleurs, d'accord. Identifier des formes simples dans une multitude de structures superposées. Et puis, ils sont censés être meilleurs en maths. Bon. Ce que semble d'ailleurs confirmer le dernier rapport PISA, puisqu'il y a un léger avantage. On verra ce qu'il faut en penser. Vous allez voir que c'est très intéressant, parce que quand on fouille la question, c'est pas si simple que ça, en fait. Bon. Donc ça, c'est l'effet brut. Mais, première chose, attention, c'est des moyennes. Et ça ne rend absolument pas compte des variations entre individus qui sont énormes, en fait. Et d'autre part, il y a plus de différences entre hommes ou de différence entre femmes que de différence entre la moyenne des hommes et la moyenne des femmes. Vous comprenez ce que je veux dire, Bon, donc ça se recoupe au milieu, si vous voulez. Les femmes, c'est plutôt d'un côté, les hommes plutôt de l'autre. Mais il y a beaucoup plus de variations entre individus que de variations entre sexes. Bon, ça échappe à personne, d'ailleurs. Quand il y a des femmes majeures à Polytechnique, on se doute que c'est pas en mettant des crayons dans des trous qu'ils ont régi Polytechnique. Parce que je vous dis ça parce qu'il y a un test qui consiste à ça. Bon, donc ça a ses limites, mais ça n'est pas inintéressant parce que ça pose un certain nombre de questions, vous allez voir. Tout d'abord, la question se pose de savoir s'il y a une affaire de biologie dans tout ça. Et les travaux les plus récents ont amené des indications très intéressantes sur la question. Ça, c'est une... Je reviens un petit peu en arrière. Je vais m'attarder là-dessus parce qu'on est au cœur du sujet, en fait. C'est une étude donc, qui est faite par le NIMH, dont je vous ai parlé tout à l'heure, où il y a vraiment des gens extrêmement compétents qui travaillent sur le cerveau. Et c'est une étude qui a été publiée en septembre 2010. Et vous allez voir que cette étude apporte des indications très intéressantes sur la question. Alors, qu'ont fait ces gens? Ils ont fait le film de la maturation cérébrale de 284 sujets. Vous allez me dire, mais pourquoi il dit ça? Mais parce que c'est important de savoir que ça porte sur un grand nombre d'individus. C'est beaucoup plus fiable si ça porte sur un grand nombre d'individus. En fait, ils ont rassemblé des clichés IRM d'adolescents et ils en ont fait une sorte de film pour suivre leur maturation et comparer d'un côté la maturation du cerveau chez les filles, de l'autre côté la maturation du cerveau chez les garçons. D'accord? Alors, je vous montre le résultat. Tout à fait étonnant. Bon, c'est pas facile à lire, donc je vous explique comment ça se lit. Tout d'abord, à droite, vous avez l'âge 10 ans, 14 ans, 18 ans, 22 ans. D'accord? Bon. Les zones qui sont colorées sont les zones qui restent plus épaisses chez les garçons. Les zones qui sont en blanc sont les zones qui restent plus épaisses chez les filles. D'accord? Je dis bien qu'ils restent plus épaisses, parce que rappelez-vous ce que je vous ai dit au début. Je dis que pendant la maturation du cerveau, il y a un élagage neuronal et que l'épaisseur du cortex diminue. Bon, donc chez tous les adolescents, on a une réduction du cortex, mais elle va être plus ou moins importante selon les zones, selon qu'on est un garçon ou une fille. D'accord? Et vous pouvez constater qu'il y a des zones qui restent à l'issue de cet élagage plus épaisses chez les filles, c'est les zones qui sont en blanc,
Et des zones qui restent plus épaisses chez les garçons, c'est les zones qui sont colorées. Donc il y a bien une maturation différentielle du cerveau en fonction du sexe. Et pour faire simple, le cortex des filles reste plus épais dans certaines zones qui interviennent dans le langage, plus épais que celui des garçons, hein, et le cortex des garçons reste plus épais dans tout ce qui est lié à la représentation spatiale. Bon. Donc, dire qu'il n'y a pas de base biologique à ces différences en moyenne, c'est pas vrai. Hein. Et, chose plus intéressante encore, cette même équipe a montré que la maturation différentielle est liée au récepteur de la testostérone. C'est-à-dire que la testostérone va agir sur ces zones cérébrales et impliquer que la maturation va être plus ou moins importante selon les zones. Donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait important, hein, qui apporte des indications très intéressantes sur la question. Ça veut dire que la maturation cérébrale est en grande partie culturelle, mais il paraît difficile de le nier, une part différence biologique, en fait. Alors, est-ce que ces différences biologiques sont les seules en cause, ou est-ce que la pression culturelle joue aussi un rôle dans ces différences? Ça, c'est une autre question qui est aussi importante que la précédente. Hein. Et vous allez voir que la pression culturelle joue un rôle considérable aussi. Alors, on va prendre le cas de l'aptitude aux mathématiques. Bon, quand j'étais à l'école, bon, il était admis que les filles étaient moins bonnes en maths et les garçons étaient moins bons dans tout ce qui était du langage, etc. Bon, c'était admis. Les garçons allaient plutôt vers les filières scientifiques, etc. Bon, et on s'aperçoit que cette pression culturelle, ces stéréotypes, n'ont pas totalement disparu. Vous allez voir que c'est assez étonnant, d'ailleurs. Ça, c'est un test très intéressant qui a été fait par le CNRS d'Aix-Marseille et qui a été fait sur des enfants de 6e, 5e, plusieurs centaines d'enfants. Alors, je vous explique quelle est la règle du jeu. On leur montre cette figure. Ils ont 50 secondes pour la mémoriser. Il faut être bon, hein, parce que... Enfin, il faut la reproduire au mieux, quoi. Et après, on leur demande de restituer cette figure. Mais là où est l'astuce de l'expérience, c'est que à un premier groupe, on va dire... Les deux groupes ne communiquent pas du tout entre eux. Hein. Un premier groupe, on va dire, bon, aujourd'hui, on fait un test de géométrie. Donc, vous apprenez cette figure, vous la restituez au bout de 50 secondes. Bon. Et puis les autres, on leur dit, bon, attention, exercice de dessin. Hein, vous allez apprendre cette figure par cœur, vous la restituez au bout de 50 secondes. D'accord ? Mais c'est le même exercice. Résultat. Les filles sont en jaune, les garçons sont en rouge. Si vous dites, c'est un test de géométrie... Les filles sont nulles. Si vous leur dites c'est un test de dessin, elles sont excellentes. Bon, mais quand on voit ça, on se dit mais c'est pas possible, quoi. On leur a bourré le crâne à ce point, et ça a été fait donc il y a 5-6 ans, quoi. C'est tout récent. Hein. Bon, donc l'aptitude supérieure des filles en mathématiques. Moi, personnellement, j'y crois pas. Hein. Alors, si vous regardez aussi cette expérience qui a été faite avant, tout à fait étonnante. Ça a été fait par des gens de l'université de Stanford. C'est plus ancien, hein, mais c'est encore plus intéressant parce que finalement l'expérience d'avant, ça vous montre la puissance du stéréotype. Mais ça ne vous montre pas que si les filles sont bonnes en maths ou pas et les garçons sont bons en maths ou pas. C'est autre chose en fait. Hein. Alors la question est, est-ce qu'il y a vraiment une différence ? Là, c'est encore plus intéressant parce que c'est vraiment basé sur les maths. Donc c'est un exercice qui a été... c'est la fac de Stanford qui a lancé ça. C'est très simple. Ils se sont adressés à des étudiants tous bons en mathématiques. Hein. Bon, et ils les ont divisés en deux groupes. Premier groupe, exercice de maths. Donc on donne l'exercice, on ramasse au bout de tant de temps, on corrige. Résultat, conditions standards, les femmes sont moins bonnes que les hommes. Vous prenez le même exercice de maths, ou série d'exercices. C'était une série d'exercices. Hein. Bon. Et avant de commencer l'épreuve, l'examinateur, ou le surveillant, va dire comme ça, l'air de rien, tiens, mais on a déjà donné ce sujet, il n'y a aucune différence entre garçons et filles dans les résultats. Eh bien, si vous précisez ça avant, vous apercevez que les résultats des garçons et des filles sont les mêmes.
à une virgule près, dont je ne suis pas sûr qu'elle soit statistiquement significative. Bon. Alors, je ne sais pas si les filles sont plus ou moins aptes que les garçons aux maths, mais on ne peut pas... Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est qu'on ne peut pas se baser simplement sur les résultats pour affirmer qu'elles sont moins bonnes en maths. Voilà. Donc, il va falloir aller plus loin si on veut en savoir plus, mais les résultats ne disent pas grand-chose, finalement, sur la question. Alors... oui, je m'aperçois que l'heure tourne à toute vitesse, donc je vais peut-être zapper ça. Alors, de toute façon, bon, imaginons que spontanément, les garçons et les filles n'aient pas exactement les mêmes aptitudes, ou du moins qu'ils soient plus doués pour certaines tâches. Bon. Moi, personnellement, j'ai tendance à le penser parce que je ne vois pas comment, avec un cerveau différent, il ne puisse pas y avoir quelques différences en moyenne, si vous voulez. Bon. Mais quand on a dit ça, est-ce qu'on a dit quelque chose d'intéressant ? A priori, non. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, et je le disais au début, le cerveau est en perpétuel remaniement. Hein. Et c'est un organe extrêmement plastique. Et vous allez voir qu'il va se muscler, entre guillemets, hein, de manière différente selon l'activité que vous lui donnez à faire. Bon, je prends quelques exemples. Ici, une étude qui a porté sur des étudiants en médecine. Ça, c'est une étude qui a été faite il y a une petite dizaine d'années, disons. En Allemagne, on s'est intéressé à des étudiants en médecine au moment du bachotage. Ils avaient à réviser un énorme programme, anatomie, physio, biochimie, etc. Bon. Et des chercheurs ont suivi la maturation, les modifications de leur cerveau. Ils ont recherché des modifications de leur cerveau pendant la phase de révision. Je vous montre les résultats, c'est tout à fait étonnant. En haut, vous avez, sur les deux lignes du haut, vous avez un cerveau et vous avez des zones colorées. Ce sont des zones où il y a eu un épaississement du cortex. Et ce sont des zones qui sont impliquées dans le transfert des informations vers la mémoire à long terme, au niveau du lobe pariétal. Donc ça veut dire que quand vous bachetez, vous développez certaines zones du cerveau qui interviennent dans la mémorisation. Et la petite zone que vous voyez sur les figures du bas, les deux coupes du cerveau, les petites zones qui sont allumées, c'est l'hippocampe en fait. Eh bien, il y a eu une augmentation, c'est une zone particulière de l'hippocampe, on ne va pas rentrer dans les détails, il y a une augmentation de l'hippocampe au fur et à mesure donc, de la phase d'apprentissage. Donc ça veut dire que quand vous vous servez de vos cerveaux pour une tâche, là c'est la mémorisation, vous pouvez faire du brain building comme vous faites du body building, vous allez muscler votre cerveau. Vous allez développer cette aptitude, là c'est la mémorisation. Il y a un autre exemple qui est très célèbre, c'est le cas des chauffeurs de taxi. Vous n'allez pas le croire, mais c'est à Londres. Je dis vous n'allez pas le croire à cause du ciel, parce qu'il fait beau. Mais donc c'est une étude qui a été faite sur les chauffeurs de taxi londoniens et sur les chauffeurs de bus. Bon, la différence entre les deux, c'est que les chauffeurs de taxi, ou du moins avant le GPS, c'est une étude qui a été faite il y a un peu moins de 10 ans, avaient à mémoriser à Londres un nombre de rues et de lieux. C'est très grand, Londres, en fait. Donc, gros travail de mémorisation. Le conducteur de bus, lui, il fait pendant un certain temps toujours le même trajet. Bon, la mémorisation, c'est quand même limité. Eh bien, on s'est aperçu de manière tout à fait étonnante que l'hippocampe des chauffeurs de taxi grossissait, et il est d'autant plus gros, au niveau d'une zone donnée, qu'ils ont plus d'expérience professionnelle. Donc, ils développent leur hippocampe, ils le font grossir. Alors que les chauffeurs de bus, c'est étal. Bon. Donc, ça, c'est un exemple, mais il y en a bien d'autres. Un autre exemple donc, qui porte sur, cette fois-ci, le cas des personnes bilingues. On a mis en évidence par imagerie cérébrale une augmentation de la densité de matière grise dans certaines zones du cerveau, en particulier si l'apprentissage de la langue a lieu avant 5 ans. On dit toujours qu'apprendre une seconde langue avant 5 ans, c'est beaucoup plus efficace. Oui, effectivement, c'est plus efficace parce que ça se voit au niveau du cerveau, en tout cas. Donc, quand vous apprenez une seconde langue, vous allez développer certaines zones cérébrales. On ne va pas rentrer dans les détails. Bon, c'est le cortex pariétal inférieur gauche qui est impliqué dans tout ce qui est langage, donc ce n'est pas très étonnant. C'est les zones que vous voyez, en fait, les 3 zones colorées qui sont à l'arrière, vont se développer davantage chez les gens qui apprennent une deuxième langue.
Mais vous pouvez dire ça pour tout. Vous apprenez à jongler, par exemple. Il y a une expérience qui a été faite sur des gens qui ont appris à jongler avec 3 balles. Ils développent certaines zones qui interviennent si vous voulez jongler, vous mobilisez donc une précision motrice, mais aussi donc un certain nombre de fonctions cérébrales. Là encore, vous avez développement de certaines fonctions cérébrales. Si vous apprenez la musique, vous allez développer certaines zones cérébrales. Bref, vous faites n'importe quoi, et à n'importe quel âge, en plus. Même un sujet qui a 90 ans, s'il s'astreint à une discipline cérébrale, c'est-à-dire s'il s'oblige à faire un certain nombre d'exercices intellectuels, il va développer certaines zones cérébrales. Ça ne s'arrête jamais. Et une seconde avant de mourir, je suis pas gay aujourd'hui, on a encore des connexions cérébrales qui s'établissent. On refait des synapses jusqu'à la fin. Alors évidemment, la plasticité cérébrale, elle est moins importante quand on est plus âgé, mais elle est toujours là. Donc on peut toujours s'améliorer, quel que soit l'âge, en fait. Alors si je vous dis ça, c'est que finalement, dire que les hommes sont meilleurs en ça et puis les filles en ça, ce qu'il faut voir, c'est que un facteur très important, c'est quand même la manière dont vous potentialisez vos capacités. Et c'est ce qui va faire la différence, c'est ce qui va induire la différence la plus importante, en fait. Alors, alors est-ce qu'on peut pour autant nier qu'il y a des différences? Non, vous avez compris qu'il y a des différences cérébrales, qu'on peut les contrer en quelque sorte ou les modifier avec l'exercice, mais il y a des différences quand même. Et là où c'est le plus frappant, finalement, un des domaines où c'est le plus frappant, c'est les pathologies cérébrales. Si on avait le même cerveau, est-ce qu'on aurait vraiment de telles différences dans la pathologie cérébrale? Vous prenez l'autisme, par exemple. L'autisme, c'est à peu près 5 fois plus d'hommes que de femmes. À tel point qu'on s'est demandé si la testostérone ne jouait pas un rôle là-dedans. De toute façon, l'autisme, c'est multifactoriel. Il y a certainement beaucoup de facteurs qui interviennent. Il y a une expérience qui a été faite qui est très intéressante par l'université de Cambridge. Cambridge en Angleterre, pas en Amérique. Ça a porté donc sur un grand nombre d'enfants. Alors je vous explique comment ils ont travaillé. Ils se sont intéressés à des enfants dont la mère avait eu pendant sa grossesse une amniosynthèse, c'est-à-dire un prélèvement de liquide amniotique. Le prélèvement de liquide amniotique avait été conservé. Donc on a pu doser dans le liquide amniotique la testostérone, qui est d'origine fœtale en l'occurrence. C'est le fœtus qui en sécrète. Et après, on a suivi les enfants pendant plusieurs années. On a envoyé des questionnaires aux mères et on leur a demandé de noter un certain nombre d'éléments, de symptômes, d'observations qu'elles avaient faites. Et on s'est aperçu que plus le taux de testostérone dans le liquide amniotique était important, plus les risques d'avoir des symptômes du spectre autistique étaient importants. Donc il semble que la testostérone joue un rôle. Et plus récemment encore, on s'est rendu compte, mais là je ne vais pas trop rentrer dans les détails, ne cherchez pas à lire ce schéma qui est très compliqué, c'est plutôt un pense-bête pour moi, mais on a mis en évidence en particulier un gène, c'est un gène dont on sait qu'il intervient dans l'autisme, on l'appelle le gène RORA. On a pu montrer son activité est contrôlée par la testostérone. Donc on commence à avoir un panel d'éléments, un faisceau d'éléments qui nous permettent de penser que testostérone autisme, il y a sans doute un lien. Même si, je le répète, c'est très probablement multifactoriel. Alors, la dépression, c'est pareil. Il y a beaucoup plus de dépression chez les femmes que chez les hommes. Beaucoup plus, à peu près 2 fois plus. Et même au moment de la puberté, c'est 3 fois plus, carrément. On s'est rendu compte que, ça c'est du PET scan, on s'est aperçu par le PET scan, c'est la ligne du haut, mâle à gauche, homme à gauche, femme à droite. On s'est rendu compte que si vous regardez cette figure, en fait, plus les couleurs sont vives dans le jaune rouge, plus vous avez une synthèse importante de sérotonine. La sérotonine, c'est un neurotransmetteur, une molécule de communication entre neurones, qui intervient dans l'humeur. Les médicaments antidépresseurs sont souvent des médicaments qui agissent sur le taux de sérotonine dans les synapses. On s'est rendu compte que les femmes fabriquent moins de sérotonine que les hommes. Alors est-ce que c'est pour ça qu'elles sont plus sujettes à la dépression? C'est peut-être un peu rapide, mais ça mérite d'être fouillé quand même. Donc vous voyez qu'il y a quand même des différences non négligeables. Alors comment expliquer ces différences? Je vais essayer de vous en dire un mot très rapidement.
Vous savez qu'on a à peu près 25 000 gènes. La seule différence entre hommes et femmes, c'est les gènes qui sont sur le chromosome Y et qui ne sont pas sur le chromosome X. Parce qu'il y en a qui sont sur le chromosome Y et X. C'est, bon, on va faire simple, une cinquantaine de gènes. Bon. Donc on a très peu de gènes de différence. Mais on s'est rendu compte récemment, alors ça c'est des choses qui remontent à peu près à 2 ans, que de nombreux gènes que nous possédons en commun, c'est-à-dire, oui, enfin, ça concerne d'ailleurs la presque totalité des gènes, mais parmi eux, de nombreux gènes que nous possédons en commun ne s'expriment pas de la même manière dans un cerveau d'homme et dans un cerveau de femme. Parce qu'il n'y a pas que les gènes, si vous voulez, il y a aussi la manière dont ils s'expriment, c'est-à-dire la manière dont ils sont transcrits. Je ne vais pas rentrer dans les détails de biologie moléculaire. Bon, mais il y a des différences d'expression génétique non négligeables dans un cerveau d'homme et dans un cerveau de femme. Donc dans ces conditions, on voit mal comment on pourrait être identique. Ça paraît même strictement impossible. Voilà. Alors, pour terminer, parce que je vois que l'heure a tourné très vite, on va laisser là la génétique. Et un mot pour finir sur l'origine du nom du bouquin, parce que je l'ai appelé Le camion et la poupée. C'est peut-être pas explicite au premier abord. Simplement parce que si vous regardez le choix des jouets, dont on a beaucoup discuté récemment de savoir si c'était naturel ou culturel, il y a eu la campagne des magasins U, etc. Bon. Figurez-vous qu'il y a des expériences qui ont été réalisées chez des singes, chez des vervets en l'occurrence et chez des macaques rhésus, qui ont consisté à leur donner... Ils n'avaient jamais vu de jouets humains, évidemment. On leur a donné des jouets, des peluches, des voitures à roulettes, des poupées, des casseroles, etc. Et on a regardé si les mâles se les appropriaient de la même manière. Eh bien, figurez-vous qu'il y a des différences. Par exemple, chez les vervets, vous voyez que les femelles sont plus intéressées par les poupées de chiffon, en moyenne, et les mâles sont plus intéressés par tout ce qui roule, les voitures, etc. Bon, il y a même des vidéos, mais c'est à mourir de rire. Vous les voyez sauter sur les voitures et faire comme un gamin, quoi. Voilà. Bon, on leur a pas appris que c'était des jouets de garçons et des jouets de filles. Donc, bon, ce genre d'expérience a ses limites. Il faudrait le faire sur un grand nombre de singes. Mais moi, personnellement, ça m'étonne très modérément, en fait. Moi, je suis persuadé qu'il y a un fond biologique dans tout ça. Bon, et donc ça, c'est la même chose pour les macaques. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Donc, dernière question pour finir. Alors, dans le grand débat actuel, le genre, etc., nature ou culture, bon, j'ai envie de dire les deux, mon capitaine. Parce que finalement, les études de genre, le genre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est le fruit d'une construction sociale. Mais évidemment qu'on est le fruit d'une construction sociale. Qui pourrait le nier, mais qui pourrait nier aussi qu'on a des gènes et des hormones qui ont un certain nombre de conséquences dans la différenciation sexuelle. Enfin bon, je veux bien qu'on me dise que la Terre est plate, mais bon, j'y crois toujours pas. Donc, nature ou culture, c'est même plus la question. On est nature et culture. Et le cerveau, c'est une entité bioculturelle, assez étonnante d'ailleurs, parce qu'il y a une intrication des deux, extrêmement complexe à dénouer. On ne comprend pas tout, et c'est aussi bien comme ça. Merci de votre attention. Alors, du coup, est-ce que vous avez des questions à poser? N'hésitez pas. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a que de mauvaises réponses. Donc, n'hésitez pas. Moi, je voudrais savoir, par rapport aux gens qui sont nés avec un don, par rapport au cerveau, par exemple, je n'ai jamais fait de musique, jamais de peinture, comment c'est possible? Ça, c'est pas très étonnant, puisqu'il n'y a pas de cerveau identique à la naissance, et les zones qui sont impliquées dans la musique ou dans la peinture, la représentation spatiale, etc., ne sont pas exactement identiques chez deux individus. Et ça n'a rien à voir avec le sexe, en fait. Donc, oui, au niveau du cerveau. Oui, au niveau du cerveau, on peut avoir des aptitudes particulières dès la naissance, bien sûr. Sans jamais avoir fait quoi que ce soit, ni les parents, ni rien. Oui, tout à fait. On est plus ou moins doué pour certaines choses. Ça me paraît évident. Bonjour. Bonjour. Rebonjour. J'aimerais vous poser une petite question. Vous dites féminin, masculin. Moi, je vais parler d'un exemple personnel. J'ai un filleul et son frère.
mon filleul est un garçon, son frère aussi. Mon filleul jouait aux voitures, et son frère, depuis l'âge de 2 ans, jouait avec ma fille à la poupée. Tout ce qui était voiture, il ne voulait rien savoir. Il a joué uniquement avec ce qui est poupée. Il a grandi, et attention, ce n'est pas une critique du tout, il est devenu homosexuel. Bon, je le respecte, je l'adore, comme j'adore mon filleul. Et cela vient de quoi? Parce que bon, tout petit, à 2 ans, ils n'avaient pas du tout les mêmes jeux. Il avait des jeux de filles, et mon filleul avait des jeux de garçons. Alors, moi, je peux vous répondre à 2 niveaux. J'ai été amené, dans le cadre de débats, à rencontrer des transsexuels à 2 reprises. Hein. Donc, des hommes qui sont devenus femmes. Hein. Bon, on dit une transsexuelle dans ce cas-là. C'est très intéressant de discuter avec elles parce que ce qu'on appelle de la dysphorie de genre, c'est-à-dire qu'elles habitent un corps qui leur apparaît être du sexe opposé à ce qu'elles sont réellement mentalement, en fait. Hein. Bon. Mais pour elles, il m'a semblé, hein, d'après en discutant avec elles, que c'était quand même le facteur prédominant était le facteur historique. Bon, l'une d'entre elles, par exemple, avait une figure paternelle extrêmement dégradée. Bon, elle avait un père qui était plutôt violent. Hein. Bon, et elle avait une figure des hommes extrêmement repoussante. Bon, donc moi j'ai tendance à penser que le facteur psychologique peut jouer beaucoup dans l'orientation, pas dans l'orientation sexuelle, mais dans l'orientation de genre, finalement. Hein. Bon, ça, c'est une manière de répondre à la question, mais ça ne répond pas à la question de l'homosexualité. Hein. Alors, j'ai pas de réponse sur l'homosexualité. Je ne me suis pas vraiment penché sur la question. Je ne sais pas du tout s'il y a une implication biologique. À mon avis, c'est plutôt culturel, mais je n'ai pas de preuves de quelque manière que ce soit. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des études intéressantes qui ont été faites sur des enfants, hein, qui souffraient d'une hyperplasie congénitale des surrénales. Je vous explique de quoi il s'agit. On fabrique des hormones sexuelles, on fabrique tous les mêmes hormones sexuelles, en fait. On fabrique de la testostérone, des œstrogènes, de la progestérone, mais qu'on soit homme ou femme, on ne les fabrique pas du tout dans les mêmes quantités. Hein. Les hommes fabriquent surtout de la testostérone, les femmes surtout des œstrogènes, etc. Bon. Et en plus de ça, bon, c'est fabriqué par les testicules et par les ovaires dans les 2 cas. Hein. En plus de ça, donc, nous avons des glandes qui sont les corticosurrénales qui fabriquent des hormones sexuelles aussi. Bon. Alors, l'hyperplasie congénitale des surrénales, c'est une anomalie des surrénales qui produisent trop d'hormones mâles. D'accord ? Ce qui a tendance à masculiniser les petites filles. Donc, si c'est pris à temps, on arrive à contrer cette masculinisation. Hein. Ça concerne même les organes génitaux, en fait. Hein. On arrive maintenant, par des traitements médicaux, à contrôler ça. Bon. Mais il y a des études intéressantes qui ont montré que les petites filles donc, qui avaient ce genre de problème, en fait, avaient tendance à jouer plus volontiers donc, à des jeux considérés comme masculins. Bon. Donc, on a dit, je ne sais pas ce que ça vaut, mais ça me paraît... C'est des gens sérieux qui ont fait ça, hein, c'est pas du folklore. Est-ce que c'est sur un nombre suffisamment de cas? Toujours est-il que, apparemment, donc, le fait d'être imprégné d'hormones mâles a une implication sur le choix des jouets. Là, je vous fais un peu la synthèse de ce que je connais sur la question. Mais pour ce qui est de l'homosexualité, moi, je n'ai jamais rien lu de sérieux, hein, sur le lien entre gènes, hormones et orientation sexuelle. J'ai pas de... Bon, je vous avoue que j'ai pas énormément fouillé. Hein. D'ailleurs, on m'a souvent posé la question de savoir mais pourquoi vous n'avez pas parlé du cerveau des homosexuels? Tout simplement pour une bonne raison, c'est que c'est un tout autre problème. Parce que, il est bien évident qu'un homme homosexuel n'est pas une femme qui s'ignore. Donc c'est un tout autre problème. L'homosexualité, c'est autre chose. Hein. Vous avez des homosexuels qui sont au contraire extrêmement masculins dans leur comportement, etc. Donc, à mon avis, il y a plusieurs types d'homosexualité masculine. Hein. Donc, ça me paraît très difficile de toute façon d'aller chercher des déterminants biologiques là-dedans. Donc, je ne pense pas que le biologiste puisse apporter un regard intéressant sur la question. Merci. Je vous en prie. Vous avez parlé du cerveau, donc celui qui est le plus connu, celui qu'on entre les 2 oreilles, mais maintenant on détermine aussi le deuxième cerveau qui est déterminé par certains par le premier cerveau, celui qui est au niveau
Au niveau des intestins, on considère qu'on a un troisième, c'est au niveau du cœur, sachant qu'au niveau des intestins, il y a quand même autant de neurones que dans la tête d'un chien. Au niveau du cœur, au niveau peut-être d'un cerveau d'un dauphin. Est-ce qu'on a pu déterminer qu'il y avait aussi des différences au niveau de ces cerveaux-là, pour appeler ça des cerveaux, au niveau distinction masculin-féminin? Merci. Oui, intéressante question. Bon, ça c'est vraiment un sujet. On parle beaucoup de l'intestin depuis quelque temps, pas seulement à cause des neurones d'ailleurs, mais aussi à cause des bactéries qui sont hébergées par l'intestin. Bon, il y a des tas de gens qui travaillent là-dessus en ce moment, ce qu'on appelle le microbiote intestinal. Alors, moi, ce que j'ai entendu sur la question, c'est qu'il y a même autant de neurones dans l'intestin que dans le cerveau. Carrément. Bon. Mais j'ai lu des choses assez fluctuantes. Aux dernières nouvelles, ce serait plutôt ça. Là où je ne suis pas d'accord, c'est pour parler de cerveau. Parce qu'un cerveau, c'est une organisation quand même d'une très grande complexité. Moi, j'ai regardé à moult reprises avec mes étudiants quand on faisait des travaux pratiques d'histologie, donc de l'intestin au microscope, y compris électronique. Il n'y a aucune organisation d'un niveau de complexité qui est comparable, ne serait-ce qu'au plus petit noyau du cerveau. Donc, je crois qu'on a été un peu vite sur le plan donc, de la terminologie en parlant de cerveau. Il y a beaucoup de neurones, mais ça n'est pas un cerveau. Dans le cœur, c'est exactement la même chose, d'ailleurs. Il y a beaucoup de neurones aussi dans le cœur, effectivement, mais il n'y a pas d'organisation. Il y a quelques zones où il y a des accumulations de neurones, effectivement, mais rien qui ressemble de près ou de loin à un cerveau, quand même. Donc je crois qu'on a été un peu vite en besogne en parlant de cerveau, là. Bonjour. J'ai lu des articles sur les formes de pollution, les phtalates, les biphénols, toutes sortes de choses, etc. Et sur, on va dire, chez les enfants d'aujourd'hui, ouais, une hyperféminisation des filles et une entre guillemets, j'ai cru comprendre, une certaine féminisation des garçons. Une dévirilisation des garçons. Voilà. Donc une espèce de désorganisation des hormones sexuelles par rapport à ce qui existait avant cette pollution. Et aujourd'hui, j'apprends que les hormones sexuelles ont une importance sur le cerveau. Donc, voilà, il n'y a pas vraiment de question. Il y a juste, est-ce qu'il y a des études? Est-ce que... si, je vous remercie de votre question. Où est-ce qu'on va? Voilà, une inquiétude surtout, quoi. Voilà. Bon, alors pour rien vous cacher, vous allez dire, mais il fait sa publicité, là. Mais mon dernier bouquin, donc, qui sort dans 3 jours... qui s'appelle Mutant, ne parle que de ça, en fait. Bon. C'est-à-dire que je me suis intéressé de manière plus large à la mutation humaine actuelle parce que je suis effaré de voir à quelle vitesse ça évolue. Bon. Mais vraiment, oui. Oui, tout à fait, oui, absolument. Alors, sur le plan de la reproduction, de la sphère reproductrice, voilà, mais j'ai lu beaucoup de choses là-dessus. Bon, j'ai fait un véritable travail d'investigation bibliographique pour voir ce qui était sorti récemment sur la question. Et il y a des choses tout à fait étonnantes. Alors, sur le plan de la dévirilisation, il y a plusieurs symptômes. Bon, tout le monde a entendu parler de la chute du taux de spermatozoïdes, mais il n'y a pas que ça. Par exemple, un exemple parmi d'autres, chez les femmes qui travaillent dans des serres horticoles, ça c'est une étude danoise, on s'est aperçu que les enfants, enfin les garçons, avaient des pénis plus courts de 10%. Bon, on s'est rendu compte que les phtalates, qui sont présents dans les plastiques, ont un effet sur la distance entre l'anus et les organes génitaux. Bon. La distance anogénitale, c'est un critère de masculinité qu'on utilise depuis très longtemps chez les rongeurs, en fait. Mais maintenant, on applique cette mesure à l'homme dans le cadre d'études, et on s'aperçoit que certaines molécules, comme les phtalates, réduisent cette distance. Bon. Alors, votre question, c'était est-ce qu'il y a des effets sur le cerveau? Je me suis posé exactement la même question. Je me suis dit, mais on a un organe qui est bourré de récepteurs d'hormones sexuelles, parce qu'il y en a pas. Il y en a dans de très nombreux points du cerveau, et en quantité. Bon, vous avez des molécules, énormément de molécules, énormément. Bon, le bisphénol A, par exemple, mais bien d'autres qui sont des perturbateurs endocriniens. Et parmi ces perturbateurs endocriniens, beaucoup, le bisphénol A, par exemple, mime les oestrogènes. Or, il faut que vous sachiez qu'on vit dans un monde bourré de molécules qui miment les oestrogènes. Bon.
Il y en a partout. C'est vraiment hallucinant, mais on a fait des bêtises incroyables parce qu'on s'est mis dans des conditions telles qu'on va avoir des ennuis. C'est pas possible, quoi. Ça joue aussi dans l'obésité, hein, le bisphénol A, très clairement. Bon. Est-ce qu'il y a des effets sur le cerveau ? Oui. Oui. Ça commence à venir. Ça va être interdit dans les contenants alimentaires. C'est déjà interdit dans les biberons. Mais ça va être interdit dans tous les contenants alimentaires en 2015, si mes souvenirs sont bons. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que celui-là, quoi. Et il en arrive sans arrêt sur le marché. Et c'est une course de vitesse, je vais être très optimiste, à mon avis, perdue d'avance. Parce que le temps qu'on se mette en branle pour dire attention, c'est dangereux, puis il y a toujours des gens qui disent ah mais oui, mais il n'y a pas de preuves. Est-ce que le principe de précaution, ça sert vraiment de temps en temps, hein. Donc à mon avis, vu tout ce qu'on apporte en ce moment à notre environnement, on va vers des problèmes. Ça c'est très clair, hein. Pour ce qui est du cerveau, alors j'ai cherché s'il y avait des données claires. Alors j'ai trouvé des données chez l'enfant. Malheureusement, elles se contredisent. Bon, donc on laisse tomber. En revanche, on a des données très intéressantes chez les rongeurs, hein, où on a fait des études, et on s'est aperçu qu'il y a des effets cérébraux, et plus intéressant, il y a des effets cérébraux transgénérationnels, c'est-à-dire sur des générations. C'est-à-dire que si, par exemple, une souris prend tel ou tel perturbateur endocrinien, je prends une souris, ça pourrait être un rat aussi, hein. On peut avoir des effets 3 générations après, hein, même si l'animal en question n'a jamais été exposé au perturbateur endocrinien en question. Et 3 générations après, c'est parce qu'on a mesuré 3 générations. Mais si ça se trouve, c'est beaucoup plus que ça. Donc là, on est dans une période où on a mis sur le marché et dans la nature des molécules qui vont affecter notre descendance sur des générations. Donc il y a de quoi s'en inquiéter. Donc moi, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, j'ai été scotché. J'ai vraiment exploré la biblio. Je me suis dit, mais là, on a vraiment quelque chose dont il faut en parler, quoi. Il faut en parler. Parce qu'on va vers une modification de l'humain à une vitesse étonnante. Je suis passionné par votre discours. Mais, merci. Mais à l'envers, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui des vecteurs positifs au lieu d'être négatifs? Des raisons d'espérer ? Oui, voilà. Oui. Alors, moi j'en vois plusieurs, hein. Et il y a, je ne sais pas si vous avez vu, mais phénomène étonnant, la Cour des comptes, dont c'est pas la mission numéro 1, a publié donc un avis en février, hein, où elle s'indigne du manque de contrôle que l'on fait subir à l'alimentation dans ce pays. Il n'y a pratiquement pas de contrôle, très peu. Et ils ne sont pas suivis de sanctions. C'est-à-dire que quand il y a de toute évidence un dépassement de la quantité de pesticides admissibles dans tel ou tel aliment, on n'a pas suffisamment... D'abord, il y a rarement des sanctions. Et de toute façon, pour un cas qu'on met en évidence, il y en a de nombreux autres qu'on n'aura pas vus parce que tout simplement, on n'a pas assez d'inspecteurs pour vérifier tout ça. Mais la raison d'espérer là-dedans, c'est que la Cour des comptes s'en soit préoccupée. C'est quand même pas sa mission première, hein. Il y a une autre raison d'espérer, mais alors modérément, c'est le protocole REACH qui a été mis en place par l'Union européenne, qui oblige maintenant toute personne mettant sur le marché une nouvelle substance chimique, mais en quantité, hein, c'est valable uniquement pour les grosses quantités, doit, avant de la mettre sur le marché, prouver son innocuité. Mais attention, c'est le producteur qui va faire les tests. Or, quand on a vu, pour les OGM, on a vu que les tests, quand c'est le producteur qui s'occupe de faire les tests, c'est pas forcément satisfaisant. Mais c'est quand même mieux que ce qu'il y avait avant, hein. Alors, d'autre part, la Commission européenne s'est saisie cet été du problème des perturbateurs endocriniens, pour envisager les mesures à prendre. Et figurez-vous que 18 scientifiques de renom ont écrit à la conseillère scientifique de Barroso
pour dire que si on interdisait les perturbateurs endocriniens, c'était une catastrophe, que ça allait embêter les gens qui en produisent. Sur le plan économique, ça risque d'avoir des conséquences très négatives, etc. Qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves expérimentales, etc. Donc des scientifiques se sont mêlés, si vous voulez, de dire attention sur le plan économique, il ne faut pas arrêter de produire des perturbateurs endocriniens. Alors là, on ne sait plus où on va, parce que ce sont des gens qui sont censés conseiller sur le plan scientifique. Bon, après enquête, on s'est aperçu que les 18 scientifiques en question étaient pratiquement tous liés au lobby de l'agrochimie. Bon. Donc ça, ce n'est pas une raison d'espérer. La raison d'espérer, c'est que la Commission européenne s'en mêle. La raison de désespérer, c'est que des gens comme ça puissent se permettre de dire des choses comme ça. Donc il y a sans arrêt, à mon avis, il y a une... Ce qui peut faire basculer les choses, c'est l'opinion. Je pense que quand les gens en auront marre et qu'ils le feront savoir, les politiques s'en mêleront vraiment. Mais si ça n'est pas un enjeu de société majeur et qui est sur la place publique, je ne pense pas que les choses bougeront beaucoup. En ce qui concerne la différence biologique et culturelle, donc entre cerveau filles et garçons, je voulais savoir si ces études que vous nous avez présentées sont faites dans des milieux, enfin des sociétés développées, je dis entre guillemets. Est-ce que les différences et les développements sont exactement les mêmes, par exemple, chez des jeunes, en parlant des jeunes, dans des tribus de Zoulous ou de... Enfin voilà, dans des contextes culturels totalement différents, parce que ces études apparemment sont faites sur des enfants d'un milieu à peu près égal, d'une culture à peu près égale. Vous parlez du test géométrie des sangs, voilà. Par exemple. Oui, par exemple, de développement les connexions, par exemple, dans un cerveau de fille à l'adolescence et ceux d'un garçon. Ce qu'on a vu comme imagerie. Il est bien évident que toutes ces études se font dans des pays développés, voire hyper développés, ça c'est clair. Il y a des études qui ont été faites en revanche sur l'impact des stéréotypes culturels et de l'imprégnation culturelle. Je peux vous en citer une, par exemple, qui a été faite en Inde il n'y a pas longtemps. Bon. C'est des chercheurs qui ont voulu tester les aptitudes spatiales, les compétences spatiales, ils appellent ça spatial abilities. Je ne sais pas s'il y a des professeurs d'anglais parmi vous, mais j'espère que non. Donc, ils ont voulu tester ça dans un contexte très particulier. Ils ont pris 2 tribus qui vivent dans le nord-est de l'Inde, qui sont les Khazis et les Karbis, et qui sont semblables en tout point sur le plan génétique, culturel, enfin agriculturel plutôt, puisque ils cultivent donc le même genre de choses, ils mangent la même chose, etc. Ils se ressemblent en tout point, sauf en un point fondamental. Il y a, dans le cas des Khazis, c'est une société matrilinéaire. Les femmes jouent un rôle très important. C'est elles qui héritent, elles vont à l'école autant que les garçons, etc. Alors que chez les Karbis, les filles vont à l'école 4 ans de moins que les garçons. Et c'est le mâle est dominant, c'est lui qui hérite, c'est lui qui a la propriété foncière, etc. Bon. Et donc ils ont fait faire auprès de plus de 1000 villageois, enfin ils ont fait faire à plus de 1000 villageois un test c'était un puzzle en l'occurrence, il fallait assembler les pièces d'un puzzle. C'était un exercice qui était rémunéré d'ailleurs, parce que s'il le faisait en moins de temps de temps, il gagnait un petit peu d'argent. Bon. Donc c'était une motivation en quelque sorte. Bon. Chez les Khazis, société matrilinéaire, où les garçons ne vont pas plus à l'école que les filles, les résultats ont été les mêmes pour les garçons et les filles. Chez les Karbis, où les filles sont considérées comme ont une position beaucoup moins favorable, où elles vont moins à l'école, où elles sont traitées comme le genre mineur, en quelque sorte, elles ont obtenu des résultats nettement plus mauvais que les garçons. Et ça, et sur des ethnies, enfin la même ethnie, simplement, la seule différence, c'était la différence culturelle. Alors ça, évidemment, c'est le genre de test qu'on peut faire dans ces pays, mais quand vous faites le travail que fait le NIMH, par exemple, ça vaut une fortune. Et il va y avoir d'ailleurs beaucoup de choses de faites dans les années qui viennent, parce que l'Union européenne a fait du cerveau l'une de ses priorités scientifiques, avec d'énormes moyens. Donc je pense qu'on va beaucoup progresser, mais c'est vraiment de la recherche de pays hyper développés. Il faut des moyens considérables, en fait. Ok, merci. Je vous en prie.
Oui, c'est peut-être sur un mode humoristique que je vais vous demander ça, mais oui. Les tests sont-ils fabriqués par des hommes ou par des femmes? Les tests par exemple, les tests canadiens. Oui, par exemple. La grande, la personne qui fait autorité dans ce domaine, qui est très critiquée d'ailleurs, s'appelle Dorine Kimura. D'accord. Je ne sais pas si elle est encore en vie. C'est une femme donc. Qui, elle, est intimement persuadée qu'il y a des différences fondamentales entre les hommes et les femmes sur le plan cérébral, mais à tout point de vue, quoi. Donc, elle a beaucoup travaillé là-dessus. Donc, il y a beaucoup d'études qui sont faites par des femmes. Bon, par exemple, la dernière étude que je vous ai montrée sur la structure du cerveau, vous savez, cette étude où on voit que les hommes ont des faisceaux antéro-postérieurs et les femmes des faisceaux bilatéraux, enfin sur le plan fonctionnel, sur le plan de l'utilisation fonctionnelle, ça a été fait piloté par une femme en Pennsylvanie, une femme d'origine indienne apparemment, d'après son nom. Il y a beaucoup de femmes qui sont impliquées là-dedans, énormément. Bizarrement d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de féministes qui attaquent ces études et qui disent qu'il y a des biais, etc. Mais il y a aussi beaucoup de femmes qui travaillent là-dedans qui, elles, sont persuadées qu'il y a des différences importantes. Je peux poser une autre question? Oui, allez-y. Je voulais vous demander par rapport, tout à l'heure on parlait des pollutions, est-ce que... moi, il y a une interrogation par rapport aux jeux vidéo à toutes les influences d'ondes qu'on peut recevoir. Alors, c'est deux problèmes différents. Les ondes, je ne sais pas trop parce que je trouve qu'il n'y a pas encore beaucoup d'études fiables sur la question. Tout ce qui est Wi-Fi, ondes, téléphone portable, etc., je ne sais pas. Mais il n'y a pas que les ondes Wi-Fi portables, etc. Il y a aussi le nucléaire. Et même en dehors des catastrophes nucléaires, on a une pollution nucléaire. Il y a un truc que les gens ne savent pas, d'ailleurs, c'est assez étonnant. J'avais fait un bouquin il y a quelques années avec Corinne Lepage, mais j'étais là pour faire le scientifique. Et donc, j'avais regardé ce que rejetait une centrale nucléaire en routine, en dehors des catastrophes. Les centrales nucléaires françaises rejettent, et c'est tout à fait légal, prévu, il y a des règlements, des lois, du tritium et du carbone 14. Si vous allez d'ailleurs sur les sites officiels, personne ne le cache. Donc, alors, c'est pas des quantités importantes, mais ça participe à la pollution d'ensemble, etc. Donc c'est difficile d'évaluer l'impact sanitaire, mais on ne peut pas dire que ce soit zéro. Alors ces ondes-là, oui, on peut se faire une idée de ce que ça peut générer. Mais tout ce qui est Wi-Fi, portable, etc., je vous avouerai que je ne me suis pas assez penché sur le dossier pour me faire une idée claire sur la question. Vous êtes neurobiologiste et vous êtes enseignant. Vous nous avez parlé du cerveau des adolescents. Je me demandais ce que vous pensiez de notre enseignement actuel. Est-ce que vous pensez que c'est adapté justement à toute cette turbulence adolescente, là, à la fois hormonale, cérébrale, je ne sais pas. Oui, alors moi j'ai enseigné surtout en prépa où c'est quand même un public donc post-adolescent. Encore qu'il m'est arrivé d'avoir des élèves, je me rappelle, j'ai eu une élève qui avait 13 ans, c'était un cas quand même. La plupart du temps, ils ont 18. En plus, j'enseignais à l'année du concours, ils avaient plutôt 19-20 ans. Est-ce que l'enseignement est adapté ? Ou alors, est-ce qu'on pourrait y avoir justement plus d'interaction entre ces deux mondes, ce monde scientifique là, avec ces données qui doivent être quand même relativement récentes, et la façon. Je ne sais pas si les enseignants ont aussi une idée de tout ça. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut se servir de ces nouvelles connaissances pour. Je ne sais pas. Moi, je serais tenté de vous répondre non, parce que c'est très difficile, si vous voulez. Là, je parle en tant que neurobiologiste, bien que je ne suis plus neurobiologiste, mais je l'ai été. En tant que neurobiologiste, il y a un truc qui m'apparaît clair, c'est qu'il est très difficile de faire des corrélations entre des différences structurales, voire fonctionnelles à l'échelle de l'IRM, et puis les préconisations qu'on pourrait faire en matière pédagogique, etc. Ça me paraît très difficile parce qu'on a d'un côté un certain nombre de données sur le cerveau, mais
elles sont quand même, d'une part, parcellaires, et d'autre part, elles sont relativement globales, si vous voulez. Vous ne rentrez pas dans la finesse des choses. En déduire un certain nombre de préconisations sur la manière dont on devrait procéder pour enseigner, etc., ça me semble extrêmement hasardeux, en fait. Je ne crois pas que ce qu'on sait actuellement de la structure du cerveau, ce que nous donne l'imagerie médicale, puisse être d'un grand secours pour le pédagogue, finalement. J'y crois pas trop. Ici, il est bien évident que quand vous expliquez, et ça je suis pas sûr que les gens qui enseignent en collège le sachent, encore faudrait-il qu'on le leur dise, c'est évident. L'adolescence, c'est vraiment une crise au sens biologique du terme. Donc, ce qu'on peut en déduire, c'est qu'il faut être indulgent, quoi. Et que, paradoxalement, il faut être indulgent, parce que c'est une période qui est quand même pénible, d'une certaine manière. Mais bon, je pense qu'un adolescent a aussi besoin qu'on lui montre un certain nombre de repères clairs, justement, parce qu'il est en pleine phase de maturation et qu'il n'est pas toujours à même de savoir quelles seront les conséquences à long terme de ses actes, finalement. Il est un peu dans l'immédiat, quoi. Mais bon, quand on a dit ça, ça ne dépasse pas le bon sens, quoi. On ne peut pas en déduire grand-chose, finalement. Merci. Mais pour rebondir un petit peu sur la question qui a été posée, il me semble quand même qu'il y a eu, alors je ne sais pas si c'est des études ou des observations qui ont été faites sur l'enseignement à l'école, quand on parlait à un moment de la mixité dans les classes, et justement par rapport à tout ce que vous nous avez dit sur l'enseignement des mathématiques, qu'il me semblait que quand on donnait un cours de mathématiques à une classe de garçons et le même cours de mathématiques à une classe de filles, justement les filles se sentaient libérées, elles n'avaient plus cette pression de se dire on est moins forte que les garçons, et justement elles avaient de meilleurs résultats scolaires. Donc effectivement, est-ce que quand même malgré tout quelque part on ne peut pas se dire que la science peut aider pour justement organiser différemment l'école ? Ah non, mais qu'on prenne en compte ça, je suis tout à fait d'accord. Mais là, la question qui m'était posée concernait plutôt la neurobiologie. Or, la remarque que vous faites concerne plutôt le psychologue, finalement. Le neurobiologiste, les études que je vous ai montrées là, sur géométrie des seins, c'est des psychologues qui font ces études. Donc là, la question était sur les apports de la neurobiologie. Sur les apports de la psychologie, oui, bien sûr, il y a des tas d'études en plus qui ont été faites et on a montré, et ça je veux bien le croire, qu'un enseignant, de manière, sans même s'en rendre compte, ne s'adresse pas forcément de la même manière aux garçons et aux filles dans une classe. Moi, je veux bien le croire. Mais je trouve que c'est dommage que les enseignants et l'éducation nationale en général n'en tiennent pas compte, parce qu'effectivement, dans les classes, quand on voit effectivement certaines réflexions des enseignants auprès des enfants, bon, vraisemblablement, ils n'en tiennent pas compte du tout. Alors, je vais vous dire une chose, madame. Moi, quand j'ai commencé... non, mais je suis d'accord. Toutes les études sont bonnes à diffuser. Ça éclaire les gens, etc. Ça me paraît très bien de le faire. Cela dit, pour vous dire à quel point les choses évoluent vite, moi, quand j'ai commencé à enseigner en prépa, c'était en 87, en fait. Donc c'est une prépa scientifique. À l'époque, ça s'appelait biologie mathématiques supérieures. Après, c'est devenu j'avais, enfin, il faudrait que je compte sur mes photos de classe, mais j'avais à peu près 20% de filles. Quand j'ai terminé en 2010, j'ai arrêté en 2010, j'avais 80% de filles. Donc les filles viennent en sciences de manière massive maintenant. Alors peut-être pas dans les sciences dures, les prépas maths sup classiques, etc. Encore qu'elles sont de plus en plus nombreuses. Mais si vous voulez, moi je vois pas comment, quand on a une certaine pratique, au bout d'un certain temps, comment est-ce qu'on peut réagir différemment avec un garçon et une fille en cours, quoi. Moi, ça ne me serait jamais venu à l'esprit. Mais bon, vous allez me dire, c'est peut-être un public particulier. Cela dit, moi je suis d'accord avec vous que ces études, ça devrait intervenir effectivement dans la formation des enseignants, qu'ils aient un certain nombre de choses là-dessus, parce que c'est important à connaître, je suis d'accord.
Je voulais juste dire en tant qu'enseignante qu'il y avait quand même des raisons d'espérer, puis qu'on était à la fois aussi des humains vivant au milieu d'une société qui aujourd'hui ne fait pas reculer les stéréotypes. Hein. Quand on est dans la classe, on a les stéréotypes qui sont là bien présents et qui sont grandissants. Ça, c'est un avis personnel. J'engage pas les enseignants sur ce que je dis. D'autre part... Excusez-moi, madame, vous enseignez à quel niveau? Alors, je suis en classe de CE1 cette année. Sinon, les stéréotypes commencent dès le CP. Je suis enseignante depuis 37 ans, 37 annuités, comme on dit. Et autrefois, disons il y a une quinzaine d'années, les enfants, quand ils arrivaient dans la classe dès le mois de septembre, ne décidaient pas de s'asseoir les garçons d'un côté et les filles de l'autre. Aujourd'hui, les groupes de garçons se constituent, les groupes de filles dès le plus jeune âge, et on essaye avec nos moyens, avec notre formation, etc., de faire au mieux pour que la mixité se poursuive correctement dans les jeux, etc. Hein. Ils ont beaucoup plus de mal à se mélanger aujourd'hui qu'autrefois. Voilà. Là, je digresse, hein, parce que, en fait, vous disiez, est-ce que l'éducation nationale s'adapte, etc. Je ne sais plus exactement en quels termes. Voilà, moi, tous les jours, je me dis... Moi, j'avais 14 ans en 1968. Je participais le 8 mars à la première journée de la femme. J'achetais F Magazine, etc. Essayer de faire au mieux la parité. Est-ce que les femmes sont les gardiennes des traditions? Est-ce que les hommes, etc. Enfin, toutes ces questions qu'on s'est posées pendant des dizaines et des dizaines d'années. On essaye de faire au mieux avec nos moyens. Et je ne crois pas que l'éducation nationale soit uniforme, monothéiste, et qu'elle décide de s'adresser d'une façon plus particulière aux garçons ou aux filles. On est aussi, nous tous, enseignants produits d'une histoire, hein, en tant qu'individus, et les parents aussi qui nous envoient leurs enfants. Non, mais je dis les parents aussi qui nous envoient leurs enfants. Non, c'était un témoignage. Je voudrais en apporter un autre. Oui. Moi, j'ai commencé... ça fait 15 ans que je suis à la retraite, donc je ne peux peut-être pas parler de tout récemment. Mais dans les années 65, on avait déjà fait des études sur le fait de confier à des instituteurs des enfants leur disant qu'ils étaient très bons alors que ce n'était pas le cas, et vice-versa. Et on avait obtenu des résultats complètement différents. Oui, tout à fait. L'importance de la façon dont on s'adresse au public qu'on a en face de soi. Ah oui, tout à fait, oui. Je suis peut-être hors sujet. Moi, j'aurais voulu savoir sur la résilience, parce qu'on dit qu'on n'a pas tous la capacité à la résilience. Et sur une autre question aussi liée à la chimie du cerveau, c'est par rapport aux addictions, et notamment aux addictions alcoolologiques. Puisque, voilà, donc, j'ai entendu M. Battel, qui était alcoologue, qui disait qu'on n'avait pas tous la même biologie, résistance, voilà, au niveau de ces addictions. Donc voilà, c'est deux sujets. Oui. Sur la résilience, donc là, je vous renvoie à Boris Cyrulnik, que j'ai eu l'occasion de rencontrer et qui sera certainement beaucoup plus compétent que moi pour en parler, parce que l'aptitude personnelle à la résilience, à mon avis, c'est quand même le fruit d'une histoire aussi. Donc la résilience, c'est l'aptitude finalement à repartir malgré une expérience traumatisante, non pas qu'on oublie, mais qu'on intègre et qui n'est plus un frein à l'épanouissement personnel, quoi. C'est l'aptitude non pas à oublier, mais à se construire malgré une expérience extrêmement désagréable, très négative. Vous êtes bien d'accord? Donc là, c'est plutôt de l'ordre de la psychiatrie ou de la psychologie. J'avoue que je n'ai pas grand-chose à dire. Sur l'addiction, oui, alors il y a des différences
Il y a des différences évidemment interindividuelles, hein. Mais là encore, il y a une grande plasticité parce que quand on prend une drogue, hein, je prends le mot drogue au sens très large finalement, ça peut aussi bien être le tabac, etc. Hein. On sait depuis très longtemps que lorsque un individu est soumis à des quantités importantes de telle ou telle drogue, il a tendance donc à multiplier le nombre de récepteurs à cette substance à l'échelle moléculaire. Hein. Et quand il arrête, les récepteurs réclament leur dû, pour parler de manière extrêmement finaliste. Donc il y a deux choses. D'abord, il y a le fait qu'au bout d'un certain temps, vous êtes dépendant parce que vous avez besoin de ça pour être bien. Mais il y a en plus des différences d'origine génétique très importantes parce qu'on ne fait pas tous le même nombre de récepteurs. Ça, c'est clair. Ça, c'est des différences d'expression des gènes qui font que vous allez faire plus ou moins de récepteurs et plus ou moins vite des récepteurs. Donc vous allez développer plus ou moins facilement une addiction, en fait. Mais l'addiction, de toute façon, en plus de ça, là je réponds de manière très générale, mais les différents types d'addiction aux différentes drogues ne sont pas les... Enfin, il y a plusieurs mécanismes qui interviennent. Hein. C'est pas toujours la même chose, mais en gros, c'est ça, quoi. Donc, qu'il y ait des différences dans l'aptitude à l'addiction, ça me paraît évident. Mais là encore, on croise des facteurs psychologiques parce que l'histoire personnelle d'un individu, s'il est dans un moment de faiblesse, il va être beaucoup plus, il va pouvoir plonger beaucoup plus facilement dans l'addiction que si il a une image de lui moins dégradée, etc. Donc les facteurs personnels, de l'histoire personnelle et la biologie se croisent en fait. Donc c'est des phénomènes complexes. Merci. Je vous en prie. Par rapport à l'utilisation des potentialités, puisque nos cerveaux, en gros, il y a des différences, mais en gros, j'ai cru comprendre quand même on venait quand même de la même planète, quoi. Donc l'utilisation des potentialités, on utilise notre cerveau différemment. Est-ce que c'est davantage biologique ou est-ce que c'est davantage culturel? Est-ce que mais pour moi, c'est les deux, hein, très clairement. Voilà. Donc c'est les deux. C'est les deux. Parce que le biologique se nourrit du culturel via la plasticité neuronale. Hein, et le culturel s'appuie aussi sur du biologique. Hein, donc l'idée pour essayer de se rejoindre, ce serait de continuer à essayer de pratiquer les mêmes activités, les mêmes... d'avoir une éducation égale... voilà, c'est ça, quoi. Oui, non, mais de toute façon, il est bien évident que les conditions dans lesquelles vous mettez les enfants et les conditions dans lesquelles vous vous placez lorsque vous êtes adulte sont déterminantes pour la construction du... Ça n'est jamais terminé. Hein. Voilà. Donc, on a des potentialités énormes, et c'est plutôt rassurant, y compris quand on est âgé. Merci beaucoup de nous donner... Oui. Ça me concerne aussi. Hein. Oui, effectivement. Merci beaucoup pour cette causerie très riche. Et merci à vous pour votre participation. C'était très intéressant. Donc, on va pouvoir passer à la vente de livres et puis à la dédicace ensuite, si vous le souhaitez. Merci de m'avoir écouté, en tout cas.